Fondation Abdelrahim Bouhabid a l'immense plaisir de recevoir Thomas Piketty, qui, à plus de 20 ans de distance, nous fait l'honneur de revenir à la rencontre du public marocain, du public au Maroc, on va dire, et à Rabat. On n'est pas allé que les gens de Rabat, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent de Rabat, échanger, discuter avec nous de ces travaux. Cette première rencontre, on a voulu publique. Elle sera retransmise en direct sur Média 24, qui est notre partenaire pour la circonstance. On a voulu public pour essayer de faire profiter les Marocains ou les gens qui habitent au Maroc de façon plus générale de la présence de Thomas Piketty au Maroc. Je dis revenir au Maroc car Thomas Piketty avait pris part en 1997 à un colloque que nous avions organisé à Casablanca sur la question sociale et ses modes de financement. 1997, c'était une époque où l'on rêvait beaucoup au Maroc, où il y avait un ethos réformateur qui se mettait en place. Et cette rencontre participait pleinement de cette atmosphère exaltante en termes de réforme et de perspectives de réforme pour le Maroc. À l'époque, il était chercheur au CNRS et professeur à MIT. Il avait publié un petit livre qui s'appelle « L'économie des inégalités », qui est sans comparaison en termes de taille avec le livre de Capital et idéologie. Je garde de ce colloque le souvenir des échanges que nous avons eus autour de l'État-providence, déjà à l'époque en Occident, et sur la signification des trois grandes fonctions qu'on attribue traditionnellement à l'État-providence depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire en gros la logique d'assistance d'un côté, c'est-à-dire les filets de sécurité, la logique assurantielle, qui est intimement liée à la présence préalable d'un salariat significatif, on avait discuté de l'ampleur du salariat au Maroc, je me souviens à l'époque, et puis de la troisième logique, qui est la logique universelle, solidariste, de répartition, qui s'est développée en Occident, surtout à partir de la Deuxième Guerre. Et Thomas Piketty faisait déjà remarquer à l'époque l'hybridation de ces trois logiques dans les dispositifs de protection sociale en Occident de manière générale. Et il pointait deux aspects qui m'avaient particulièrement marqué. Le premier, c'était que la vision de la protection sociale était conçue comme un vaste système d'assurance des salariés, et non un système de redistribution entre le capital et le travail, et que donc cette logique assurantielle, à elle seule, à défaut de prendre en charge et de prendre en compte les inégalités entre les salariés qui traversaient le salariat, eh bien, elle finissait par produire ce qu'il appelait une redistribution à l'envers. Je dis ça parce que le débat, je crois, fait écho à une préoccupation qui est encore aujourd'hui présente. Quand on parle de distinction entre les salariés, on pense évidemment à l'espérance de vie qui n'est pas la même, à l'exposition au risque qui n'est pas la même. Donc un traitement égalitaire à ce niveau-là peut produire des effets de redistribution à l'envers, contre-productifs. C'était le premier point qui m'avait marqué. Le second, c'était que la résurgence de la logique d'assistance au cours des années 80 participait pleinement de la logique du libéralisme, du renouveau de la logique libérale. Assistance, donc filet de sécurité, participer du libéralisme et non pas d'une vision social-démocrate de redistribution. Si j'évoque ce souvenir au-delà de l'actualité avec laquelle il entre évidemment en résonance, c'est pour dire que la question des inégalités, leur structure, leur transformation, sont au cœur, et qui sont au cœur du propos de l'ouvrage d'aujourd'hui. Tout ça est une préoccupation ancienne, précoce, et le champ d'observation privilégié de notre invité, qui en a fait depuis sa spécialité. Sauf que, là, dans Capital et idéologie, et après le Capital du XXe siècle, nous verrons que Thomas Piketty va plus loin, beaucoup plus loin. Pour vous donner un aperçu très succinct, très sommaire, il faut partir du constat désormais entendu de l'explosion des inégalités de par le monde depuis les années 80 et de leur effet dévastateur sur toute la société. Si ce constat est entendu, ces causes ne le sont pas moins. Imputables, elles le sont, pour l'essentiel, à ce que Thomas Piketty appelle l'hypercapitalisme mondialisé et dérégulé, dont il s'attache à souligner, je cite, l'incapacité
à prendre la mesure des crises inégalitaires et environnementales qui le minent. On relève que les constats et les causes sont donc partagés, et pas simplement par Oxfam, mais aussi, et plus surprenant, par le Financial Times, qui, par la plume de son éditorialiste Martin Wolf, fait froidement porter la responsabilité de la situation au capitalisme. C'est dire donc. Et tout l'apport, me semble-t-il, du travail de Piketty est précisément de donner un nouveau cadre d'intelligibilité à ces évolutions et à ces phénomènes. Un cadre qui, appuyé sur une longue enquête historique qu'il va documenter à la fois dans le temps, il remonte très loin, et dans l'espace, lui permet, au-delà du constat, d'affiner encore plus le diagnostic des causes profondes des inégalités pour identifier le bon levier nécessaire à leur correction. Au fil d'une enquête passionnante, dont il vous dira quelques mots tout à l'heure, il nous montre comment on en est venu à sacraliser l'idéologie de la propriété, dans ses différentes variantes, pour justifier, au sortir des temps modernes, la permanence de ce qu'il appelle le régime inégalitaire. Un régime inégalitaire. Un régime qui, pour asseoir son emprise, s'est adossé à une véritable idéologie qui a fini par acquérir le statut de vérité indépassable. Il n'y aurait donc, selon cette idéologie, qui a accompagné le développement du capitalisme depuis le XIXe siècle au moins, il n'y aurait donc qu'une vérité absolue, assortie de l'injonction de s'adapter, à la manière du fameux Tina de Thatcher, There is no alternative. Piketty, lui, évidemment, prend le contre-pied de cette approche et démontre qu'il n'y a aucune causalité mécanique entre, d'une part, la logique des droits et, d'autre part, ce qu'il appelle l'idéologie propriétariste telle qu'elle s'est développée. Autrement dit, entre, d'une part, le fait que la modernité ait rangé la propriété privée parmi les droits de l'homme, jusqu'à en faire une source de progrès, et il ne méconnaît pas cette dimension. Et d'autre part, l'usage que le capitalisme, jusqu'à l'hypercapitalisme, a fait et ont fait dans leur développement historique de cette donnée. La conclusion à ses yeux, c'est qu'il n'y a donc pas de fatalité, ni de déterminisme à l'accroissement continu des inégalités. Il n'y a que des contingences. D'où du reste l'importance qu'il accorde aux idées. Mais alors, s'il n'y a pas de fatalité, quel serait, au-delà des recettes classiques de l'État social que l'on connaît, le bon levier, le vrai levier, à actionner pour infléchir, voire dépasser la situation intenable dont nous sommes aujourd'hui les témoins, à la fois désabusés et un peu impuissants? Eh bien, c'est consentir, nous dit Piketty, c'est consentir à prendre le problème à la racine. Et le prendre à la racine, c'est démonter le cœur du réacteur, qu'il situe, il le situe dans le régime de la propriété principalement. Il faut, nous dit Piketty, remettre à plat le régime de la propriété à l'aune d'une vision renouvelée de l'idée de justice, qui, au-delà de Rawls, tire un meilleur parti des précédents historiques en matière de régulation de la propriété privée. C'est là, en condensé, le cœur de son propos, qu'il aura tout le loisir de développer. Mais avant de lui donner la parole, et je vous sais tous impatients, permettez-moi d'ajouter deux mots supplémentaires sur ce que je pourrais appeler, ce qu'on pourrait appeler la posture ou le parti pris adopté par Thomas Piketty et qui mérite, me semble-t-il, commencer à être un petit moment. Car non seulement cette posture éclaire le fil de sa démarche méthodologique et lui donne toute sa cohérence, mais surtout, elle procure ce surcroît d'intelligibilité qui permet non pas seulement de prendre connaissance de ses constats, de ses analyses et conclusions, mais d'en apprécier tout le potentiel réformateur. Car, vous l'aurez compris, Capital et idéologie, notre livre aujourd'hui, ne fait pas un énième, dans ce livre, Piketty ne fait pas un énième livre sur les inégalités. Il s'attaque à un véritable massif, le capitalisme, dans sa version néolibérale hypercapitaliste, comme il dit. Et il s'attaque à ce massif avec et par un massif qui compose aujourd'hui incontestablement une œuvre de référence. Il s'attaque à cet hypercapitalisme qui domine sans partage, non pas le monde économique comme on a tendance à le penser seulement, mais qui irrigue de sa logique l'organisation collective dans son ensemble, en façonnant au passage
tel un habitus, nos représentations conscientes et inconscientes, y compris chez ceux qui s'en défendent. Le philosophe américain Frederick Jameson disait qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. Avec Piketty, on a quelqu'un qui documente et prend acte du caractère intenable et partagé de la marche actuelle du monde pour imaginer un autre monde, non par l'abolition du capitalisme, comme on disait jadis, mais par son dépassement. Dans la posture de notre invité, 3 aspects particuliers me frappent, subjectivement bien sûr. Ils sont à apprécier au regard de l'ambition qui porte cette entreprise dont je viens de parler. Premier aspect, Piketty se considère comme un chercheur en sciences sociales plus que comme un économiste, nous dit-il. Mais qu'est-ce que cette distinction exprime et engage comme parti pris? Eh bien, elle engage, me semble-t-il, avant tout une prise de risque. Le risque de penser contre soi-même, comme on dit. Un risque qui, au plus profond, suppose la mobilisation de ce qu'il y a de plus puissant dans la raison, à savoir la réflexivité. Pour en prendre toute la mesure, il suffit, ou il convient de rappeler qu'en bon économiste, comme il le dit, notre auteur a baigné et a été socialisé dans un milieu mainstream profondément marqué par l'orthodoxie libérale. Un milieu qui, vous en conviendrez, ne prédisposait en rien à faire le choix délibéré, sinon d'en sortir, du moins de ne pas en rester prisonnier. Entendez prisonnier, évidemment, de l'idéologie qui le commande. Ce risque de penser contre soi-même se lit sur 2 plans. De se laisser embarquer, si je puis dire, non pour le plaisir d'être hétérodoxe ou disruptif, comme on dit, non, mais parce qu'il nous fait très justement observer que cette tendance au cloisonnement du champ disciplinaire de la pensée économique libérale n'est pas fortuite. Elle participe des présupposés idéologiques qui en viennent à borner son horizon de pertinence. Et elle a, au fond, partie liée avec l'autonomisation de la sphère économique, qui est une caractéristique de la modernité, contrairement à ce qui était le cas dans les sociétés traditionnelles où la sphère économique n'était pas distincte. À cela, Piketty oppose une approche en termes d'économie politique et plaide ainsi pour un décloisonnement de la pensée économique, en l'ouvrant sur des éléments de compréhension politique, historique, sans l'appréhension desquels, nous dit-il, on ne parvient pas à étayer et à éclairer les transformations en cours. L'inégalité n'est pas économique ou technologique, elle est idéologique et politique, nous dit-il, et ça, dès l'introduction. Deuxième plan de lecture de cette pensée contre soi-même, quand il développe une critique en règle de sa propre famille de pensée, le réformisme social-démocrate dont il est issu, et qui est peint, en soulignant les apports indéniables, mais aussi les limites aux allures de plafond de verre. Qu'est-ce qu'il reproche aux sociaux-démocrates? De s'être interdit d'aller jusqu'à penser les conditions d'une propriété juste. Deuxième trait original de cette posture, qui me paraît deuxième trait original et caractéristique de cette posture, c'est bien sûr le recours pleinement assumé à la notion d'idéologie, sous le signe de laquelle il place son travail. Cette notion nous paraît en première approximation, sinon obsolète, du moins frappée de suspicion, et souvent pauvre en contenu, quand l'économiste-chercheur se fait idéologue. Non, nous dit Thomas Piketty, ne vous le prenez pas, ça n'est pas parce que l'idéologie néolibérale n'est pas postulée et revendiquée comme telle qu'elle n'existe pas. Et s'il parle d'idéologie, c'est pour justifier, à toutes les époques, la permanence de ce récit de justification des inégalités sur lesquelles il va revenir. Troisième trait et dernier trait, c'est le dernier. Un peu de patience, un peu de patience. Un peu de patience. Troisième et dernier trait, peut-on être chercheur et avoir un propos engagé en prenant position, comme il le revendique, à distance de ce qu'il appelle le relativisme idéologique? Dans un monde comme aujourd'hui, n'est-il pas plus urgent, suggère Piketty, pour un chercheur de se faire aussi un citoyen, en avançant démasqué, en allant jusqu'au bout de ses présupposés, et en affichant ouvertement, et sans mélange des genres, ses convictions, et pas seulement ses analyses. Pour Piketty, les idées ça compte, dans le cours de l'histoire, au sens où les idées se travaillent et se préparent pour féconder les moments de nu.
les événements porteurs. Je termine en disant l'élément le plus important, c'est-à-dire la conviction forte qu'il porte en lui, et qui font que Thomas Piketty me semble avoir ce qu'un auteur appelait la science de son malheur quand il fonde son propos et l'intelligence de son indignation quand, par ses propositions, il montre qu'on peut sortir de l'alternative entre, d'une part, la résignation et la diabolisation impuissante. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.